Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les notions de résistance bactérienne aux antibiotiques, comment cette résistance est déterminée et quelle utilisation peut en faire le praticien. Donc, dans un contexte de plan éco-antibio, d'arrêter des bonnes pratiques d'emploi des antibiotiques vétérinaires, le praticien devra de plus en plus justifier ses prescriptions d'antibiotiques. Et la justification pourra notamment s'appuyer sur les tests de sensibilité aux antibiotiques que nous allons développer ici. Dans un premier temps, nous verrons comment l'activité des antibiotiques est déterminée, puis comment, à partir de cette activité, sont déterminées les notions de sensibilité ou résistance des bactéries, et enfin, comment le praticien peut utiliser ces différentes données. Donc, dans un premier temps, comment l'activité des antibiotiques est déterminée ? Une des premières définitions a été donnée par l'OMS en 1971 en disant qu'une souche bactérienne est dite résistante quand elle supporte une concentration d'antibiotiques notablement plus élevée que celle qu'il est possible d'atteindre in vivo, il y a donc une notion clinique, ou que celle qui inhibe la majorité des autres souches de la même espèce. Il y a donc une notion épidémiologique. On voit bien que la frontière entre sensibilité et résistance est donc relativement floue. En effet, une bactérie résistante peut tout à fait redevenir sensible à un antibiotique dès lors qu'on augmenterait la concentration de cet antibiotique. Il y a donc nécessité d'un étalonnage afin d'établir une relation entre la concentration d'antibiotiques et la résistance, et cet étalonnage est donné par la CMI, ou concentration minimale inhibitrice, qui est la plus petite concentration d'antibiotiques qui inhibe toute croissance bactérienne. Cette CMI est déterminée selon un grand nombre de référentiels ou de méthodes. Il en existe aux États-Unis, par exemple, en France, avec le CASFM. Et ces référentiels permettent de garantir la fiabilité des résultats qui sont obtenus et aussi de comparer les données qui vont être issues de différentes études. La CMI peut être déterminée de manière directe par la méthode de dilution, que ce soit en milieu liquide ou en milieu solide, ou de manière indirecte par la méthode de diffusion, qui est celle que l'on connaît le plus. La détermination de la CMI est donc une méthode phénotypique qui évalue l'activité bactériostatique d'un antibiotique. Il existe donc certaines limites, notamment, il n'est pas possible par cette méthode-là d'avoir des indications quant à l'activité bactéricide éventuelle d'un antibiotique. De même, elle ne permet pas d'évaluer la concentration qui prévient l'apparition de mutants. Et il faut bien garder à l'esprit que la CMI reste un paramètre parmi d'autres de l'évaluation de l'activité des antibiotiques, mais c'est le paramètre principal qui est pris en compte. La méthode par diffusion, avec les disques, qui est celle que l'on connaît le plus, est une méthode qui repose sur la diffusion d'un antibiotique dans une gélose, en surface et en profondeur, et la concentration d'antibiotiques va diminuer au fur et à mesure où l'on s'éloigne du disque. L'effet d'un antibiotique va donc pouvoir être visualisé par un diamètre d'inhibition de la bactérie autour du disque qui va être corrélé de manière directe et quasi linéaire à la CMI. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est rapide, facile et que l'on peut tester un grand nombre de molécules en même temps. Elle présente également un faible coût. Dernier intérêt, elle permet de visualiser un certain nombre de phénotypes de résistance. À l'écran, vous pouvez voir un phénotype bêta-lactamase à spectre étendu avec une synergie entre l'acide clavulanique et une céphalosporine de troisième génération. Il existe néanmoins un certain nombre de limites à la méthode par diffusion. En effet, la méthode par diffusion est moins précise que la détermination de la CMI par dilution. Pour une valeur de concentration minimale inhibitrice, on estime qu'il y a généralement 3 à 4 mm de variabilité par la méthode par diffusion. Cela peut engendrer un risque d'erreur qui parfois n'est pas anodin quant à la catégorisation, sensible, intermédiaire ou résistant. On reviendra après sur les notions de catégorisation. Enfin, certaines molécules, notamment la colistine, qui est une grosse molécule, diffuse mal dans la gélose et la méthode par diffusion ne constitue pas dans ce cas la méthode de référence. Il existe un cas particulier pour la méthode par diffusion
c'est la méthode dite de gradient diffusion ou e-test, qui est le nom déposé des bandelettes, où l'on applique des bandelettes sur une gélose, l'antibiotique diffuse, et à l'intersection, c'est ce que l'on voit sur la photo en bas, à l'intersection entre la bandelette et la bactérie, on peut lire de manière quantitative la concentration minimale inhibitrice. On l'utilise dans le milieu vétérinaire essentiellement pour trancher les cas litigieux liés à la colistine. Au final, une fois que la CMI est déterminée, la connaissance de cette CMI brute n'a finalement aucun intérêt, aucune utilité en tant que telle pour un praticien. Ce qui va avoir une utilité ou un intérêt pour le praticien, c'est de convertir cette valeur de CMI en une catégorisation, c'est-à-dire le classement de la souche en souche sensible, intermédiaire ou résistante. Donc le deuxième point va concerner justement cette catégorisation, comment on passe d'une valeur de CMI à une catégorie sensible, intermédiaire ou résistante. Cette catégorisation, pour le passage de la CMI en catégorie, nécessite donc des seuils, des bornes, ce qu'on appelle des breakpoints en anglais, qui sont des concentrations ou des diamètres critiques, si c'est la méthode par diffusion, qui permettent de séparer ces souches en catégories. Par exemple, pour la CMI, si la CMI de la souche est inférieure à la concentration critique inférieure, la souche est dite sensible. Inversement, si la concentration minimale inhibitrice est supérieure, la souche est dite résistante. À noter que dans certains cas, certains antibiotiques ne possèdent qu'une seule concentration critique. Il n'y a pas de concentration critique inférieure ou supérieure. Comment fixer ces seuils ou ce qu'on appelle ces breakpoints? Il y a deux approches, comme on l'a vu sur la définition en début de présentation. Soit une approche dite microbiologique ou épidémiologique. Dans ce cas-là, elle est centrée sur la bactérie. C'est ce que l'on va appeler un ECV ou Epidemiological Cutoff Value ou ECOF que l'on peut voir dans certaines publications. Soit une approche basée sur le patient, l'animal en l'occurrence, qui va définir ce qu'on appelle des clinical breakpoints ou breakpoints cliniques. Les ECV, donc Epidemiological Cutoff Value, sont basés sur la compilation d'un très grand nombre de données de CMI de différentes origines ou différents laboratoires et sur un traitement statistique ou visuel des diagrammes de répartition des CMI. On va le voir dans la diapo suivante. L'ECV est en fait la valeur de CMI qui sépare des souches d'une même espèce entre les souches qui possèdent un mécanisme de résistance, quel qu'il soit, acquisition, transfert, mutation. Ces souches sont dites non sauvages ou non-wild type, de celles qui ne possèdent pas de mécanisme de résistance, dites wild type ou sauvage. C'est en fait l'ECV, la CMI maximale que peut prendre une souche dite sauvage ou wild type. On peut se le représenter sur le diagramme suivant, avec la répartition des CMI de souches d'Escherichia coli vis-à-vis de l'amoxicilline. Ce sont des données européennes. En bleu, on voit la population sauvage qui n'a pas acquis de mécanisme de résistance. En rouge, la population non sauvage qui a acquis un mécanisme de résistance. Et le trait, qui est situé à 8 mg par litre, sépare la population sauvage de la population non sauvage. L'intérêt d'une approche épidémiologique est qu'elle permet une détection précoce des acquisitions de résistance sur un grand nombre de souches. C'est donc un outil de prédiction de l'émergence des résistances lorsque l'on voit la répartition des CMI qui évolue au cours du temps. Et c'est très utilisé dans les programmes de surveillance à large échelle. En complément, il existe une autre approche qui est basée cette fois-ci sur le patient, donc dit breakpoints cliniques. Il existe un très grand nombre de définitions. Les plus courantes sont celles du comité de l'antibiogramme français, donc le CASFM, ou de l'ECAS, qui est le comité européen, qui donne ces définitions. Les souches sensibles sont celles pour lesquelles il existe une forte probabilité de succès thérapeutique lorsque le traitement est employé par voie systémique à la posologie de l'AMM. Les souches résistantes, au contraire, sont celles pour lesquelles il existe une forte probabilité d'échec thérapeutique, quelle que soit la voie ou la dose d'administration. Et enfin, une catégorie qui existe ou non en fonction de l'antibiotique ou du germe,
une catégorie intermédiaire pour lesquelles le succès thérapeutique est imprévisible, qui est en fait une zone tampon liée aux incertitudes techniques ou aux incertitudes biologiques. Ces breakpoints cliniques compilent en fait des données bactériologiques, donc celles que l'on a vues avant avec l'Epidemiological Cutoff Value, des données de pharmacocinétique, des données de pharmacodynamie, notamment issues d'infections expérimentales, et enfin des données cliniques qui évaluent, en fonction de la CMI d'une bactérie responsable d'une infection, les échecs et les succès cliniques que l'on a obtenus. Et donc, cela prend en compte notamment des facteurs liés au patient, l'état immunitaire ou des facteurs liés à la bactérie. L'intérêt, c'est que c'est vraiment, dans ce cas-là, quand on utilise des breakpoints cliniques, un outil de prédiction de la probabilité d'un succès thérapeutique quand on utilise une molécule antibiotique. C'est donc une aide au choix thérapeutique et à la prescription pour un vétérinaire, à partir de seules données in vitro. Cela permet aussi de mettre à jour les guidelines ou les recommandations thérapeutiques, et cela permet justement d'éviter d'utiliser des molécules dont on sait qu'elles ne permettent pas un succès thérapeutique et donc d'exposer inutilement un organisme à des faibles concentrations d'antibiotiques qui favoriseraient le développement de résistance. Qu'en est-il maintenant quand on compare les deux, approche épidémiologique et clinique? Il ne faut, à partir d'une publication ou d'une donnée, ne jamais utiliser un ECV comme un breakpoint clinique et inversement, puisqu'en fait, les intérêts et limites relatives des Epidemiological Cutoff Value sont des limites ou des intérêts des breakpoints cliniques et inversement. De même, une souche non sauvage ne signifie pas forcément que la souche va être résistante cliniquement. Enfin, un breakpoint clinique peut être révisé par les référentiels en augmentant les valeurs du breakpoint ou en les diminuant en fonction de la stratégie que l'on veut pour favoriser ou éviter l'emploi de telle ou telle molécule par les praticiens. On le visualise sur le diagramme suivant avec la répartition des CMI pour la ciprofloxacine, qui est une fluoroquinolone pour Escherichia coli. Ce sont des diagrammes de médecine humaine où on voit la séparation à 0,06 entre une CMI 0,06 entre les souches sauvages bleues et les souches non sauvages en rouge. Mais pour cet antibiotique et pour Escherichia coli, la concentration inférieure critique est de 0,5. Et donc on voit, c'est ce qui est entouré, que certaines souches non sauvages peuvent tout à fait s'avérer sensibles, c'est-à-dire que lorsqu'on emploie l'antibiotique sur ces souches-là, on va obtenir un succès thérapeutique. En général, le breakpoint clinique doit être supérieur au cutoff épidémiologique et ne jamais couper la population sauvage, ne jamais être à l'intérieur de la population ici en bleu, puisque d'un point de vue microbiologique, il n'y a aucune raison de séparer des souches en sensibles ou résistantes pour une population sauvage. Il peut, pour certains antibiotiques ou certaines espèces, exister des discordances très majeures entre le cutoff épidémiologique et le breakpoint, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences très importantes en termes de valeur de concentration. Pour la médecine vétérinaire, il existe peu, voire pas pour certaines molécules, de données dites PKPD, pharmacocinétique, pharmacodynamie. Et donc les diamètres critiques qui sont édités sont des breakpoints qui sont basés sur une approche épidémiologique uniquement. L'objectif étant de discriminer des populations qui ont acquis ou non un mécanisme de résistance. En conséquence, pour le praticien, le laboratoire informe le praticien sur des phénotypes particuliers qui ont donc une plus grande probabilité d'échec thérapeutique. Et c'est encore éloigné d'une visée pronostique avec une valeur prédictive d'efficacité thérapeutique à partir d'une donnée strictement in vitro. Qu'en est-il ailleurs? Aux États-Unis, le comité CLSI vétérinaire a déjà pris en compte un certain nombre de données dans l'établissement de ces breakpoints qui commencent à se rapprocher de breakpoints cliniques. Au niveau de la médecine humaine, qui a fusionné avec le comité européen, ECAST,
ces standards sont déjà rendus relativement loin. J'ai mis l'exemple, par exemple, de la pénicilline pour Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, et la médecine humaine est déjà arrivée à un stade où, en fonction du foyer d'infection, on le voit ici, en fonction du fait que le foyer soit une méningite ou une pneumonie, les breakpoints ne sont pas les mêmes, puisque cela a intégré un certain nombre de paramètres que l'on a vus, cliniques, de pharmacocinétique et de pharmacodynamie. Au final, dans une situation idéale, qui n'existe pas pour le moment, quelles seraient les limites tout de même de cette approche pour le praticien? Il faut bien garder à l'esprit que même dans le meilleur des cas, les données in vitro restent une approche probabiliste d'un succès de traitement par une molécule antibiotique. Que les conditions de détermination de ces données de sensibilité sont parfois éloignées de celles auxquelles sont confrontés les praticiens, à savoir l'état immunitaire de l'animal, des données liées à la souche, l'inoculum au site d'infection, la production ou non de biofilms, l'existence ou non de coaffection, et pour les animaux de rente, un certain nombre de facteurs d'élevage. Il existe néanmoins une bonne valeur prédictive pour le lien sensibilité-efficacité. Une souche sensible est une souche pour laquelle il existe 90% de chances de succès thérapeutique chez le succès immunocompétent. Mais la valeur prédictive est mauvaise pour la prédiction de l'inefficacité d'un traitement antibiotique. Ainsi, quels seraient les intérêts au quotidien de l'antibiogramme et des données de sensibilité pour un praticien? Ça reste néanmoins un très bon outil de gestion de l'antibiothérapie, malgré les limites évoquées précédemment. Un outil de gestion de l'antibiothérapie, d'orientation ou de réorientation des choix thérapeutiques, à condition que le laboratoire rende une lecture interprétative de l'antibiogramme, c'est-à-dire rende une catégorisation des souches, notamment par l'extrapolation de résultats d'une ou plusieurs molécules pour l'ensemble des molécules de la même famille. Cela permet donc d'informer le praticien sur l'existence de mécanismes de résistance, comme on l'a vu, et donc d'exclure pour le praticien un certain nombre de molécules ou de familles, car la probabilité d'échec sera plus grande. Cela permet également pour un praticien de compiler, pour un animal donné ou pour un élevage, un grand nombre de données de sensibilité des souches qui circulent dans l'élevage. Et donc cela permet d'améliorer, voire d'optimiser l'antibiothérapie probabiliste que va mettre en place le praticien avant les examens complémentaires. Au-delà de ces intérêts strictement individuels, il existe aussi des intérêts collectifs pour l'ensemble de la profession vétérinaire, à savoir le suivi des tendances épidémiologiques nationales, l'exemple du Résapat, voire au niveau européen. Il existe aussi un réseau de collecte des données par les industries pharmaceutiques. Cela permet aussi d'objectiver les tendances en termes d'augmentation ou de diminution des taux de sensibilité liés aux pratiques de prescription, et donc de visualiser clairement certains effets de changement de pratique dans un sens ou dans un autre. Pour finir, un certain nombre de cas particuliers à considérer pour la médecine vétérinaire. Il existe un grand nombre de genres ou d'espèces bactériennes pour lesquelles il n'existe aucun diamètre ou concentration critique qui ont été associés. On pense à Truperella pyogenes, anciennement Archanobacterium pyogenes, au germe anaérobie, et le cas particulier des mycoplasmes, qui sont des pathogènes majeurs en médecine vétérinaire, pour lesquels il n'existe que peu de données de sensibilité et pour lesquelles les méthodes ne sont pas standardisées et présentent de nombreuses limites. Autre point, la voie intramammaire, qui est une particularité de la médecine vétérinaire, pour laquelle l'approche pharmacocinétique est très particulière, puisqu'on injecte un antibiotique directement au contact de la bactérie au site d'infection. Et dans ce cas-là, les breakpoints particuliers n'ont pas encore été associés à cette voie particulière. Et donc pour finir, il existe un certain nombre de breakpoints en médecine humaine qui est plus avancé que la médecine vétérinaire, et l'extrapolation des breakpoints humains pour le milieu vétérinaire doit être fait avec énormément de précautions. En conclusion, dans le cadre d'une prescription raisonnée par le praticien, celui-ci doit connaître un certain nombre d'intérêts et de limites des données de sensibilité qui sont fournies par l'antibiogramme et les valeurs prédictives relatives de chacune de ces méthodes. Comme on l'a vu, il existe encore un travail collectif très conséquent pour aller
vers le sens qu'a déjà poursuivi la médecine humaine, à savoir améliorer les outils de détermination de la sensibilité in vitro vers une visée pronostique du traitement antibiotique. Et cela va nécessiter la collaboration des praticiens, des instituts de recherche, des laboratoires d'analyse et des laboratoires pharmaceutiques. Je vous remercie.